Dans la lumière douce et tamisée de la cabine de première classe, un adolescent de 15 ans, Antoine Leroux, est confortablement installé sur le siège 1A, un sourire discret éclairant son jeune visage. Ce siège, le plus prestigieux de l'avion, n'est pas seulement un symbole de luxe, mais un cadeau précieux de son père, Philippe Leroux, le charismatique PDG de Leroux Innovation, une entreprise technologique qui domine les unes des journaux économiques à travers le monde. Pour Antoine, ce voyage marque une étape importante. C'est la première fois qu'il voyage seul, sans la présence rassurante de son père, toujours accaparé par des réunions internationales ou des contrats de plusieurs milliards d'euros. Pourtant, malgré son emploi du temps chargé, Philippe n'a jamais négligé son fils. Ce siège 1A, soigneusement réservé par ses soins, représente bien plus qu'un simple confort. C'est une marque de confiance, un moyen pour Antoine de découvrir le monde avec assurance et fierté. Le cuir souple du siège épouse son dos, et Antoine, les yeux pétillants de curiosité, observe par le hublot le ciel peint d'or et de pourpre par un coucher de soleil majestueux. Les montagnes lointaines se dessinent à l'horizon comme un tableau vivant et il prend une profonde inspiration, savourant ce moment de sérénité. Ce qu'il ignore, c'est que cette tranquillité est sur le point d'être brisée par une tempête d'arrogance et de préjugés, prête à bouleverser son voyage. Antoine, avec sa peau mate héritée de sa mère d'origine martiniquaise et ses yeux vifs qui trahissent une intelligence précoce, ajuste ses écouteurs, laissant la musique douce l'envelopper. Il pose délicatement son verre de jus d'orange sur la tablette devant lui, un geste simple mais empreint de la politesse que son père lui a inculquée dès son plus jeune âge. Une hôtesse, Sophie Martin, une jeune femme d'une vingtaine d'années aux manières chaleureuses mais légèrement nerveuses, s'approche avec un sourire professionnel. « Monsieur Leroux, désirez-vous autre chose ?» demande-t-elle, visiblement touchée par la courtoisie d'Antoine, qui contraste avec l'attitude parfois exigeante des autres passagers de la cabine VIP. « Non, merci, tout va bien », répond-il avec un sourire timide, sa voix douce mais assurée. Sophie incline la tête, satisfaite, et s'éloigne, tandis qu'Antoine reprend sa contemplation du ciel. À quelques rangées derrière, un homme d'âge mûr, M. Vincent Dubois, un voyageur d'affaires au costume impeccable, observe la scène en silence. Son téléphone repose sur ses genoux, prêt à capturer tout moment digne d'intérêt. Vincent, avec son regard perçant et son air discret, semble être le genre d'homme qui préfère observer plutôt qu'intervenir, du moins pour l'instant. Soudain, un claquement sec de talons hauts résonne dans l'allée centrale de la cabine, brisant le calme feutré. Une femme d'une cinquantaine d'années, Madame Claire Beaumont, fait son entrée avec une assurance théâtrale. Vêtue d'un manteau de cachemire beige clair et d'une robe sur mesure qui souligne son élégance étudiée, elle exhale une aura d'autorité. Ses cheveux blonds, impeccablement coiffés, et ses bijoux discrets mais coûteux trahissent son statut de cliente privilégiée. Claire est une habituée des vols internationaux, une membre élite platine de la compagnie aérienne, un titre qu'elle brandit comme une arme pour obtenir ce qu'elle désire. Ses yeux perçants balayent la cabine, s'arrêtant immédiatement sur le siège 1A où Antoine est installé. Son visage se crispe, un mélange de dédain et d'incrédulité déformant ses traits soigneusement maquillés. « Il y a une erreur », déclare-t-elle d'une voix forte, assez aiguë pour attirer l'attention de tous les passagers à proximité. « Ce siège est le mien. Pourquoi un enfant est-il assis là ?» Sa phrase, prononcée avec un mépris à peine voilé, fait tressaillir Antoine qui tourne légèrement la tête pour la regarder. Sophie, l'hôtesse, revient précipitamment, sa tablette à la main, visiblement déstabilisée par le ton autoritaire de Claire. « Madame Beaumont, je suis désolée, permettez-moi de vérifier », dit-elle en consultant les informations sur son écran. Après quelques secondes, elle relève les yeux, son sourire professionnel légèrement crispé. Selon nos registres, le siège 1A est bien réservé pour Monsieur Antoine Leroux. Votre siège est le 2B. Juste ici, madame. La réponse, bien que polie, déclenche une tempête dans les yeux de Claire. Ses sourcils se froncent davantage, et elle croise les bras, son sac Chanel pendant élégamment à son poignet. « C'est inacceptable !» s'exclame-t-elle, sa voix tranchante résonnant dans la cabine comme un coup de fouet. « Savez-vous qui je suis ? Je voyage avec cette compagnie depuis des années, et je m'assois toujours au siège 1A.
Ce garçon n'a rien à faire ici. Vérifiez à nouveau, et vite. Les murmures s'élèvent parmi les autres passagers. À quelques sièges de là, un couple de retraités, Monsieur et Madame Dubois, échangent un regard agacé. Monsieur Dubois, un homme aux cheveux grisonnants et au visage marqué par une vie de voyage, murmure à sa femme. Encore une de ces scènes inutiles. Sa femme, une dame élégante portant un foulard Hermès, hoche la tête en silence, mais ses yeux restent fixés sur la scène. Vincent, quant à lui, ajuste discrètement son téléphone, commençant à filmer l'échange. Antoine, bien qu'intimidé par l'agressivité de Claire, sent une chaleur monter dans sa poitrine. Les mots de son père résonnent dans son esprit. « Reste toujours calme, Antoine. Ta dignité est ta force. » Il redresse les épaules, pose son verre de jus d'orange et répond d'une voix posée mais ferme. « Madame, ce siège m'a été attribué par mon père. Je ne peux pas le céder. » La réponse d'Antoine, bien que respectueuse, agit comme une étincelle sur la colère de Claire. Elle se penche vers lui, son visage à seulement quelques centimètres du sien, et avec un sourire narquois, elle saisit son propre verre d'eau, posé sur la tablette d'un siège voisin. Dans un geste calculé, elle le renverse, accidentellement, sur Antoine, trempant sa chemise et son pantalon. « Oh, pardon, mon cher, » dit-elle d'un ton faussement désolé, assez fort pour que tous l'entendent. « Peut-être que tu devrais aller te changer. Ailleurs. Un siège à l'arrière te conviendrait mieux, non? » Les passagers autour retiennent leur souffle, choqués par ce geste délibéré. Sophie, visiblement horrifiée, se précipite avec une serviette. « Monsieur Leroux, je suis tellement désolé. Permettez-moi de... » Mais Antoine, bien que trempé, lève une main pour l'arrêter. « Ça va, merci, » dit-il, sa voix tremblant légèrement mais toujours contrôlée. Il essuie l'eau de son visage, son regard fixé sur Claire, qui croise les bras avec une satisfaction arrogante. Les murmures dans la cabine s'intensifient. Monsieur Dubois, le retraité, secoue la tête, murmurant à sa femme. « C'est scandaleux. Cette femme n'a aucun droit de faire ça. » Vincent, toujours en train de filmer, zoome discrètement sur le visage de Claire, capturant son expression triomphante. Claire, sentant qu'elle a repris le contrôle, se tourne vers Sophie et ordonne. « Appelez votre supérieur immédiatement. Je ne tolérerai pas cette situation une seconde de plus. » Sophie, dépassée, hoche la tête et s'éloigne rapidement pour chercher de l'aide. La tension dans la cabine est palpable, comme un fil tendu prêt à se rompre. Les autres passagers, certains curieux, d'autres mal à l'aise, observent la scène avec un mélange d'intérêt et de gêne. Antoine, malgré l'humiliation publique, sent une détermination nouvelle monter en lui. Il se souvient des leçons de son père. Ne jamais céder face à l'injustice, mais toujours agir avec respect. Il sort son téléphone de la poche de sa veste, ses doigts tremblant légèrement à cause de l'eau froide qui goûte encore sur sa peau. Il s'éloigne discrètement vers l'arrière de la cabine, faisant signe à Sophie qu'il a besoin d'un moment seul. Derrière le rideau bleu qui sépare la cabine VIP du reste de l'avion, il compose le numéro de son père. Le téléphone sonne 2 fois avant que la voix grave et rassurante de Philippe ne retentisse. « Antoine, que se passe-t-il » demande-t-il, immédiatement alerté par le ton de son fils. « Papa, il y a un problème » murmure Antoine, essayant de garder son calme. Il explique rapidement la situation. L'insistance de Claire, son geste humiliant avec l'eau et la pression croissante de l'hôtesse. Elle dit que je n'ai pas ma place ici, et l'hôtesse veut que je change de siège. Je ne sais pas quoi faire. À l'autre bout du fil, Philippe reste silencieux un instant, assimilant les informations. Puis, sa voix, ferme mais empreinte de chaleur, résonne. « Antoine, écoute-moi. Tu es dans ton droit. Ce siège t'appartient et personne, peu importe son statut, n'a le droit de te le prendre. Reste calme, retourne à ton siège et ne bouge pas. Je m'occupe de tout. » Ces mots agissent comme un baume sur le cœur d'Antoine. Il hoche la tête, même si son père ne peut pas le voir, et répond « Merci papa, je savais que je pouvais compter sur toi. » Antoine raccroche, glisse son téléphone dans sa poche et prend d'une profonde inspiration. Il essuie une dernière fois l'eau de son visage, redresse les épaules et retourne dans la cabine VIP. Lorsqu'il s'assied à nouveau sur le siège 1A,
Claire le fixe avec un mélange de surprise et de mépris. « Tu es toujours là ?» lance-t-elle, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Tu ne comprends pas que ce siège n'est pas pour toi ?» Tchum. Antoine ne répond pas immédiatement. Il la regarde droit dans les yeux, son expression calme mais déterminée. « Ce siège est le mien, madame, » dit-il simplement, sa voix plus assurée qu'auparavant. Les passagers autour, y compris Vincent et le couple Dubois, observent en silence, sentant que la situation est loin d'être résolue. À cet instant, Sophie revient avec une femme d'une quarantaine d'années, Madame Élise Moreau, la superviseuse de Volier Élise, avec ses cheveux blonds soigneusement attachés et son uniforme impeccablement repassé, dégage une autorité naturelle. Elle s'approche de Claire avec un sourire professionnel mais prudent. « Madame Beaumont, je suis désolé pour ce malentendu. Pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe ?» Claire, saisissant l'opportunité, répète ses griefs avec une exagération dramatique, insistant sur son statut et son droit supposé au siège 1A. Élise écoute attentivement, puis se tourne vers Antoine. « Monsieur Leroux, je comprends que ce siège vous a été attribué, mais pour éviter un retard du vol, seriez-vous prêt à envisager un autre siège ?» Sa voix est douce, mais son ton sous-entend une pression subtile. Antoine, soutenu par les paroles de son père, secoue la tête. « Non, madame. Ce siège m'a été réservé, et je n'ai aucune raison de le céder. » Sa réponse ferme mais respectueuse surprend Élise, qui s'attendait à plus de soumission de la part d'un adolescent. Claire, furieuse, intervient. « C'est ridicule! Appelez quelqu'un de plus compétent, ou je ferai un scandale! » Les murmures des passagers s'intensifient et Vincent, toujours en train de filmer, échange un regard avec M. Dubois, qui semble de plus en plus irrité par l'attitude de Claire. La cabine VIP, autrefois un havre de luxe et de tranquillité, est maintenant un théâtre de tension, où chaque mot et chaque geste est scruté. À des milliers de kilomètres de là, dans les bureaux ultramodernes de Leroux Innovation, Philippe Leroux interrompt une réunion cruciale avec son conseil d'administration. Son visage, habituellement impassible, trahit une colère contenue. Il sort de la salle, son téléphone à la main, et compose le numéro du bureau exécutif de la compagnie aérienne. Lorsqu'un cadre supérieur répond, la voix de Philippe est froide et incisive. « Mon fils, Antoine Leroux, est harcelé sur l'un de vos vols par une passagère et votre équipage. Je veux que cela cesse immédiatement. » Le cadre, conscient de l'influence de Philippe, promet une intervention rapide, mais Philippe ne se contente pas de promesses. « Vous avez 1 heure pour régler ça, ou les conséquences seront lourdes. » Dans la cabine, Antoine reste assis, son regard fixé sur le hublot, ignorant les regards hostiles de Claire. Il sait que son père agit en coulisses, et cette certitude lui donne la force de tenir bon. Vincent, de son côté, envoie discrètement la vidéo qu'il a filmée à un contact, murmurant à lui-même. « Ça va faire du bruit. » Monsieur et Madame Dubois, eux, commencent à discuter à voix basse, partageant leur indignation face à l'injustice subie par Antoine. La tempête est loin d'être terminée, mais Antoine, soutenu par l'amour de son père et sa propre dignité, est prêt à affronter ce qui vient. La cabine VIP, figée dans une tension suffocante, attend l'inévitable dénouement. La cabine de première classe, encore frémissante de l'altercation initiale, semble suspendue dans une tension palpable, comme un ciel chargé avant l'orage. Antoine Leroux, toujours assis sur le siège 1A, essuie distraitement les dernières gouttes d'eau qui perlent sur sa chemise, son regard fixé sur le hublot où le crépuscule peint des nuances d'orange et de violet. Malgré l'humiliation publique infligée par Madame Claire Beaumont, une cliente élite platine dont l'arrogance emplit l'espace, Antoine reste droit, ancré dans les valeurs de dignité et de respect que son père, Philippe Leroux, PDG de Leroux Innovation, lui a inculqué. Claire, debout au milieu de l'allée, les bras croisés et le visage crispé de colère, continue de fixer le jeune garçon avec un mélange de mépris et d'incrédulité. Elle est convaincue que son statut et son influence lui garantiront la victoire dans cette bataille pour le siège convoité. À ses côtés, Sophie Martin, l'hôtesse au sourire désormais forcé, semble dépassée, jetant des regards nerveux vers Madame Élise Moreau, la superviseuse de vol, dont l'arrivée n'a fait qu'amplifier la tension.
À quelques rangées, Monsieur et Madame Dubois, un couple de retraités élégants, murmurent entre eux, leur agacement face au comportement théâtral de Claire de plus en plus évident. Monsieur Vincent Dubois, le voyageur d'affaires discret, continue de filmer la scène avec son téléphone, ses yeux perçants captant chaque détail, prêt à documenter ce qui pourrait devenir une affaire retentissante. Claire, sentant que l'attention des autres passagers pourrait jouer en sa faveur, élève la voix pour rallier la cabine à sa cause. Est-ce ainsi qu'on traite une cliente fidèle? Lance-t-elle, son ton chargé d'une indignation soigneusement calculée. J'ai voyagé avec cette compagnie pendant des décennies, et maintenant, un enfant, un garçon qui n'a rien à faire ici, occupe mon siège. Pensez-vous que c'est juste? Elle pointe Antoine du doigt, son geste dramatique attirant les regards des autres passagers. Certains hochent la tête par réflexe, influencés par son assurance, tandis que d'autres, comme le couple Dubois, froncent les sourcils, visiblement mal à l'aise. Monsieur Dubois, un homme aux cheveux grisonnants et à l'allure distinguée, se penche vers sa femme et murmure. Cette femme exagère. Si le siège est réservé, elle n'a aucun droit de le réclamer ainsi. Madame Dubois, dont le foulard Hermès ajoute une touche d'élégance discrète, acquiesce, ses yeux fixés sur Antoine avec une pointe de compassion. Sophie, l'hôtesse, tente de reprendre le contrôle, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Madame Beaumont, je vous assure que nous avons vérifié. Le siège 1A est bien attribué à Monsieur Leroux. Peut-être pourrions-nous trouver une solution qui convienne à tous. Mais Claire n'a aucune intention de céder. Elle se tourne vers Élise, la superviseuse, et déclare d'un ton glacial. « Je connais personnellement Madame Véronique Laurent, une cadre de votre compagnie. Si vous ne réglez pas cette situation immédiatement, je l'appellerai, et croyez-moi, vous le regretterez. » Cette menace, prononcée avec une assurance venimeuse, fait tressaillir Sophie, qui jette un regard désespéré à Élise. Cette dernière, une femme d'une quarantaine d'années au port autoritaire, ajuste son écharpe bleu marine et s'approche d'Antoine avec un sourire professionnel mais teinté de fermeté. « Monsieur Leroux », commence-t-elle, sa voix douce mais lourde d'une autorité sous-jacente. « Je comprends que ce siège vous a été attribué. Cependant, pour éviter tout retard du vol, seriez-vous prêt à envisager un autre siège, tout aussi confortable? » Antoine, dont la chemise encore humide lui rappelle l'humiliation subie, sent une chaleur monter dans sa poitrine. Les paroles de son père résonnent dans son esprit. « Ne laisse jamais personne te diminuer, Antoine. Tu as autant de valeur que quiconque. » Il redresse la tête, regarde Élise droit dans les yeux et répond calmement. « Non, madame. Ce siège m'a été réservé par mon père, et je n'ai aucune raison de le céder. Je veux simplement être traité avec le même respect que les autres passagers. » Sa voix, bien que jeune, porte une maturité qui surprend Élise. Elle cligne des yeux, déstabilisée par la fermeté d'un adolescent de 15 ans. Claire, furieuse, intervient immédiatement. « C'est insensé! Vous perdez du temps avec un enfant. Je veux ce siège, et je l'aurai, ou je ferai un scandale que votre compagnie n'oubliera pas. » Étonne le déni. Aussitôt. À cet instant, Vincent Dubois, qui a observé la scène en silence, décide qu'il est temps d'agir. Il range son téléphone, se lève de son siège et s'adresse à la cabine d'une voix claire et posée. « Excusez-moi, mais je trouve cette situation inacceptable. Ce jeune homme a été humilié publiquement. De l'eau renversée sur lui, des insultes. Simplement parce qu'il occupe un siège qui lui a été légitimement attribué. Cette dame, il désigne Claire, n'a aucun droit de le traiter ainsi. » Ces mots, prononcés avec une autorité tranquille, provoquent un silence soudain dans la cabine. Les passagers, qui jusqu'à présent observaient en spectateurs, commencent à murmurer, certains hochant la tête en signe d'approbation. Monsieur Dubois, le retraité, ajoute d'une voix forte. « Il a raison, ce n'est pas une question de statut, mais de justice. Ce garçon n'a rien fait de mal. » Claire, déconcertée par cette opposition inattendue, sent sa colère monter d'un cran. Elle se tourne vers Vincent, ses yeux lançant des éclairs. « Comment osez-vous? Vous ne savez rien de moi ni de mon histoire avec cette compagnie. » Mais Vincent, impassible, hausse les épaules. « Je sais ce que je vois, madame, et ce que je vois, c'est une injustice. »
Cet échange marque un tournant dans la cabine. Le couple Dubois, encouragé par l'intervention de Vincent, commence à discuter à voix haute, exprimant leur indignation. Madame Dubois, avec une élégance naturelle, déclare « En France, nous prônons l'égalité. Ce jeune homme mérite le même respect que n'importe qui ici. » La tension atteint son paroxysme lorsque Claire, sentant qu'elle perd le contrôle, se tourne à nouveau vers Élise. « Appelez votre supérieur, ou je contacterai les médias. » menace-t-elle, sa voix tremblante de rage. Élise, visiblement mal à l'aise, hoche la tête et murmure quelque chose à Sophie, qui s'éloigne précipitamment pour chercher de l'aide. Antoine, au centre de cette tempête, reste assis, son regard fixé sur le hublot, mais son cœur bat à toute rompre. Il sait que son père, à des milliers de kilomètres, est déjà en train d'agir. Lors de leur appel, Philippe lui a promis une résolution rapide, et Antoine lui fait une confiance absolue. Pourtant, l'attente est insoutenable, et les regards scrutateurs des autres passagers, certains compatissants, d'autres accusateurs, pèsent lourd sur ses jeunes épaules. Pendant ce temps, dans les bureaux ultramodernes de Leroux Innovation, Philippe Leroux est en pleine action. Assis dans son bureau au dernier étage, entouré de baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville, il interrompt une réunion cruciale avec ses directeurs. « Messieurs, mesdames, je dois m'absenter un instant, » dit-il, son ton ne laissant place à aucune objection. Les cadres, habitués à son autorité, hochent la tête en silence tandis qu'il sort, son téléphone déjà à l'oreille. Il compose le numéro du bureau exécutif de la compagnie aérienne, et lorsque la voix d'un cadre supérieur répond, Philippe ne perd pas de temps en politesse. « Mon fils, Antoine Leroux, est harcelé sur l'un de vos vols par une passagère nommée Claire Beaumont, avec la complicité de votre équipage. C'est inacceptable. Je veux une intervention immédiate. » À l'autre bout du fil, le cadre, un homme nommé M. Pierre Gauthier, comprend immédiatement la gravité de la situation. Philippe Leroux n'est pas seulement un client important, c'est une figure influente dont les relations s'étendent bien au-delà du monde des affaires. Gauthier, la voix tremblante, répond « Monsieur Leroux, je vous présente mes excuses les plus sincères. Je vais contacter l'équipage immédiatement et envoyer un représentant senior sur place pour clarifier la situation. » Philippe, impassible, rétorque. « Je ne veux pas d'excuses, Pierre. Je veux des actions. Vous avez 1 heure, où cette histoire fera les gros titres. » Il raccroche sans attendre de réponse, son regard fixé sur l'horizon, une détermination froide dans les yeux. En tant que père, il sait que protéger Antoine est sa priorité absolue, et il est prêt à utiliser toute son influence pour y parvenir. À bord de l'avion, la situation continue de s'envenimer. Claire, sentant que l'équipage hésite, décide de pousser son avantage. Elle s'approche d'Antoine, son sac Chanel à la main, et murmure assez fort pour que les passagers voisins l'entendent. « Tu penses que ton père peut te sauver, petit? Ce siège est à moi, et je ne laisserai pas un gamin me défier. » Antoine, bien que blessé par ces mots, refuse de céder. Il la regarde droit dans les yeux et répond calmement. « Madame, je ne cherche pas à vous défier. Je veux simplement garder ce qui m'appartient. » Sa réponse, empreinte de maturité, fait vaciller Claire un instant, mais elle se ressaisit rapidement, son visage rougissant de colère. C'est alors que la porte de la cabine s'ouvre brusquement, attirant tous les regards. Un homme en costume sombre, M. Laurent Garnier, entre avec une autorité indéniable. Ses cheveux poivre et sel et son regard perçant trahissent son statut de représentant senior de la compagnie aérienne. À ses côtés, un autre homme, plus jeune mais tout aussi sérieux, M. Maxime Hugo, l'accompagne, une mallette à la main. Laurent balaye la cabine du regard, s'arrêtant sur Claire, puis sur Antoine. « Je suis Laurent Garnier, représentant de la direction », annonce-t-il d'une voix claire et ferme. « Nous avons été informés d'un incident grave dans cette cabine. Je suis ici pour clarifier la situation et prendre les mesures nécessaires. » Élise, la superviseuse, blêmit immédiatement. Elle comprend que l'arrivée d'un représentant senior n'augure rien de bon pour elle. Sophie, à ses côtés, baisse les yeux, ses mains tremblantes. Claire, en revanche, voit une opportunité. Elle s'avance vers Laurent, un sourire confiant aux lèvres. « Enfin quelqu'un de compétent !» s'exclame-t-elle. « Monsieur Garnier,
Je suis Claire Beaumont, cliente élite platine. Ce garçon occupe mon siège, et votre équipage n'a rien fait pour corriger cette erreur. J'exige que cela soit réglé immédiatement. Laurent, impassible, l'écoute sans l'interrompre, puis se tourne vers Antoine. « Vous êtes monsieur Leroux, je présume » demande-t-il, sa voix adoucie par un respect inattendu. Antoine hoche la tête, son regard ferme. « Oui, monsieur. Ce siège m'a été réservé, et je n'ai aucune intention de le céder. » Laurent hoche la tête, puis se tourne vers Élise. « Madame Moreau, expliquez-moi pourquoi un passager légitimement assis a été harcelé et humilié sans que l'équipage n'intervienne de manière appropriée. » Élise, prise au dépourvu, bafouille. « Monsieur Garnier, j'essayais simplement d'éviter un retard. Madame Beaumont est une cliente importante, et... » Laurent lève une main pour l'interrompre. « Une cliente importante ne donne pas le droit de violer les droits d'un autre passager, dit-il, son ton glacial. » Les murmures dans la cabine s'intensifient, et Vincent, toujours en train de filmer, échange un regard satisfait avec M. Dubois. Claire, sentant la situation lui échapper, tente une dernière carte. « J'appellerai Véronique Laurent. Elle confirmera que ce siège est à moi. » Mais Laurent, imperturbable, secoue la tête. « Madame Beaumont, j'ai déjà vérifié les registres. Le siège 1A appartient à M. Leroux. Votre comportement, ainsi que la gestion de cette situation par l'équipage, seront examinés de près. » Il se tourne vers Antoine, un léger sourire aux lèvres. « Monsieur Leroux, au nom de la compagnie, je vous assure que vos droits seront respectés. » Antoine, soulagé mais toujours prudent, hoche la tête. « Merci, monsieur, » répond-il simplement. Claire, furieuse, croise les bras, son visage écarlate. Les passagers, témoins de cet échange, commencent à murmurer leur approbation, et le couple Dubois échange un regard de satisfaction. La tempête n'est pas encore terminée, mais pour la première fois, Antoine sent que la justice est de son côté. La cabine de première classe, encore sous le choc des événements récents, semble suspendue dans un silence lourd, presque irréel, où le bourdonnement des moteurs de l'avion contraste avec l'intensité dramatique qui vient de se dérouler. Antoine Leroux, toujours assis sur le siège 1A, garde les yeux fixés sur le hublot, où les dernières lueurs du crépuscule s'effacent lentement, cédant la place à un ciel étoilé. Malgré l'humiliation subie, l'eau renversée par Claire Beaumont, les regards scrutateurs des passagers et la pression de l'équipage, Antoine reste droit, son calme soutenu par la certitude que son père, Philippe Leroux, PDG de Leroux Innovation, a déjà pris les choses en main. Claire, debout au centre de l'allée, son visage écarlate de colère, semble incapable d'accepter que sa tentative de s'imposer ait échoué. À ses côtés, Madame Élise Moreau, la superviseuse de vol, et Sophie Martin, l'hôtesse, affichent des expressions de malaise croissant, conscientes que leur gestion de l'incident les a placées dans une position délicate. Monsieur Laurent Garnier, le représentant senior de la compagnie aérienne, se tient près d'elle, son regard ferme et implacable, tandis que son collègue, Monsieur Maxime Hugo, observe la scène en silence, une mallette à la main. À quelques rangées, Monsieur et Madame Dubois, le couple de retraités élégants, échangent des murmures de satisfaction, tandis que Monsieur Vincent Dubois, le voyageur d'affaires discret, continue de filmer, son téléphone capturant chaque instant de ce drame inattendu. Claire, dont l'orgueil blessé la pousse à refuser la défaite, décide de jouer sa dernière carte. Elle s'avance vers Laurent Garnier, pointant un doigt accusateur, sa voix tremblante de rage mais toujours empreinte d'une arrogance qui refuse de plier. « Monsieur Garnier, c'est inacceptable !» s'exclame-t-elle, attirant à nouveau l'attention de la cabine. « Je suis une cliente élite platine depuis des décennies. J'ai toujours occupé le siège 1A, et maintenant, vous prenez le parti d'un enfant. J'exige de parler au commandant immédiatement. Cette injustice ne restera pas sans conséquence, je vous le garantis. » Ces mots, prononcés avec une théâtralité calculée, résonnent dans la cabine, provoquant un mélange de murmures curieux et de soupirs agacés parmi les passagers. Monsieur Dubois, le retraité, secoue la tête, murmurant à sa femme. « Elle ne sait pas quand s'arrêter, c'est pathétique. » Madame Dubois, son foulard Hermès impeccablement noué, acquiesce, ses yeux fixés sur Antoine avec une compassion silencieuse.
Laurent Garnier, impassible face à l'éclat de Claire, échange un regard rapide avec Maxime Hugo. Puis, d'un ton calme mais chargé d'autorité, il répond. Madame Beaumont, si vous insistez pour parler au commandant, nous organiserons cela. Mais je vous préviens. Le commandant a l'autorité absolue sur ce vol, et sa décision sera finale. Êtes-vous prête à en assumer les conséquences? L'avertissement voilé dans ses paroles fait vaciller Claire un instant, mais son orgueil l'emporte. Elle croise les bras, un sourire narquois aux lèvres, convaincue que son statut la protégera. « Faites venir le commandant, » dit-elle, sa voix dégoulinante de défi. « Je veux que tout le monde ici entende la vérité. » Quelques minutes plus tard, la porte menant au cockpit s'ouvre lentement, et un homme dans la cinquantaine, de grande stature, entre dans la cabine avec une présence imposante. C'est le commandant Thierry Renaud, l'autorité ultime à bord. Ses cheveux gris soigneusement coiffés sous sa casquette de commandant et son uniforme impeccable lui confèrent une aura de contrôle absolu. Ses yeux, calmes mais perçants, balayent la cabine, s'arrêtant brièvement sur Claire, puis sur Antoine. Il s'avance d'un pas assuré et déclare d'une voix claire et ferme. « Je suis le commandant Thierry Renaud. J'ai été informé d'un incident grave dans cette cabine. Qui souhaite m'expliquer la situation en premier? » Claire, saisissant l'opportunité, s'avance immédiatement, sa voix aiguë et pleine de frustration. « Commandant Renaud, je suis Claire Beaumont, cliente élite platine de longue date. Ce siège, elle pointe le 1A, m'a toujours été attribué. Aujourd'hui, un garçon, un enfant, l'occupe, et votre équipage a non seulement refusé de corriger cette erreur, mais a suspendu des employés qui tentaient de m'aider. C'est une insulte à ma loyauté envers votre compagnie. » Elle termine son discours avec un geste dramatique, espérant rallier les passagers à sa cause. Mais l'effet escompté ne se produit pas. Les murmures dans la cabine sont désormais teintés de lassitude, et plusieurs passagers, y compris le couple Dubois, roulent des yeux. Le commandant Renaud écoute attentivement, son visage impassible. Il se tourne ensuite vers Laurent Garnier. « Monsieur Garnier, avez-vous vérifié les faits ?» demande-t-il, sa voix posée mais autoritaire. Laurent hoche la tête avec assurance. « Commandant, nous avons examiné les registres. Le siège 1A a été légalement réservé pour Monsieur Antoine Leroux. Madame Beaumont n'a aucun droit de le réclamer, et son comportement ainsi que la gestion initiale de l'équipage ont aggravé la situation. » Renaud hoche la tête, puis se tourne vers Antoine, son expression s'adoucissant légèrement. « Monsieur Leroux, est-ce exact? » Antoine, redressant les épaules, répond calmement. « Oui, commandant. Mon père a réservé ce siège pour moi, et je n'ai fait que défendre mon droit de l'occuper. » Renaud se tourne alors vers Claire, son regard devenant plus sévère. « Madame Beaumont, » commence-t-il, sa voix résonnant avec une autorité incontestable. « Votre statut de cliente fidèle vous donne droit à un service de qualité, mais il ne vous autorise pas à priver un autre passager de ses droits légitimes. Le siège 1A appartient à Monsieur Leroux, et il y restera pour la durée du vol. » Les mots du commandant frappent comme un coup ferré, et la cabine plonge dans un silence absolu. Claire, abasourdie, tente de protester. « Mais, commandant, vous ne pouvez pas... » Renaud lève une main pour l'interrompre, son ton désormais glacial. « Madame, si vous continuez à perturber l'ordre de ce vol ou à harceler un autre passager, je n'hésiterai pas à vous faire escorter hors de cet avion. Est-ce clair? » Le visage de Claire passe de la colère à l'humiliation. Ses joues s'empourprent, et ses mains tremblent alors qu'elle serre son sac Chanel, un symbole de son statut désormais impuissant. Elle ouvre la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sort. Les passagers, témoins de cette réprimande, échangent des regards, certains satisfaits, d'autres mal à l'aise. Monsieur Dubois murmure à sa femme. Enfin, quelqu'un qui remet les pendules à l'heure. Madame Dubois acquiesce, un sourire discret aux lèvres. Vincent, toujours en train de filmer, zoome sur le visage de Claire, capturant son expression de défaite. À cet instant, Sophie Martin, l'hôtesse, fait un pas en avant, son visage marqué par la honte. « Commandant Renaud, Monsieur Leroux, » dit-elle, sa voix tremblante. « Je tiens à m'excuser sincèrement. J'ai mal géré la situation, et je promets de faire mieux à l'avenir. » Ces mots, bien que tardifs, sont empreints d'une sincérité qui touche Antoine. Il hoche la tête, répondant doucement. « Merci, mademoiselle, j'apprécie vos excuses. »
Élise Moreau, la superviseuse, reste silencieuse, son visage blême. Elle sait que sa carrière est en jeu, et la présence des représentants seniors ne fait qu'accentuer son anxiété. Laurent Garnier prend la parole, s'adressant à la cabine entière. Au nom de la compagnie aérienne, nous présentons nos excuses les plus sincères à Monsieur Leroux pour l'injustice qu'il a subie. Nous nous engageons à enquêter sur cet incident et à prendre des mesures immédiates pour garantir que cela ne se reproduise plus. Il se tourne vers Élise et Sophie, son ton devenant plus sévère. Madame Moreau, Mademoiselle Martin, vous êtes suspendue de vos fonctions jusqu'à ce qu'une enquête complète soit menée. Des agents de sécurité vont vous escorter hors de l'avion. Deux agents en uniforme entrent alors dans la cabine, leurs expressions neutres mais déterminées. Élise, les lèvres tremblantes, tente de protester. « Monsieur Garnier, je n'ai fait que… » Mais Laurent l'interrompt d'un geste. « Vous avez manqué à votre devoir de protéger tous les passagers de manière équitable. Veuillez suivre les agents. » Sous les regards curieux et critiques des passagers, Élise et Sophie, tête baissée, rassemblent leurs affaires et quittent la cabine, escortées par les agents. Claire, désormais isolée, reste figée, son arrogance réduite à néant. Elle s'assied enfin à son siège, le 2B, évitant les regards des autres passagers. La cabine, libérée d'une partie de la tension, retrouve un semblant de calme. Vincent range son téléphone, un sourire satisfait aux lèvres. Il se penche vers Antoine et murmure. « Bien joué, jeune homme. Je suis journaliste, et cette histoire mérite d'être racontée. » Antoine, surpris, hoche la tête, un mélange de gratitude et de timidité dans les yeux. Alors que l'avion se prépare enfin pour le décollage, le commandant Renaud retourne au cockpit, non sans un dernier regard d'encouragement à Antoine. Laurent Garnier s'approche du jeune garçon, sa voix empreinte de respect. « Monsieur Leroux, nous veillerons à ce que vous soyez traité avec tout le respect que vous méritez pour le reste du vol. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir. » Antoine, soulagé, répond simplement. « Merci, monsieur. Tout ce que je veux, c'est profiter de mon voyage. » À cet instant, monsieur et madame Dubois, qui ont observé la scène avec une attention croissante, décident de s'approcher. Monsieur Dubois, avec une chaleur paternelle, s'adresse à Antoine. « Jeune homme, vous avez montré un courage remarquable. Nous avons nous-mêmes connu des moments où notre dignité a été mise à l'épreuve et vous nous rappelez l'importance de tenir bon. » Madame Dubois ajoute, sa voix douce mais ferme. « En France, nous parlons souvent d'égalité, mais c'est dans des moments comme celui-ci qu'elle prend tout son sens. Vous nous avez tous donné une leçon. » Antoine, touché par leurs paroles, sourit timidement. « Merci beaucoup, ça signifie énormément pour moi. » Alors que l'avion s'élève dans le ciel, les lumières de la piste s'estompant au loin, Antoine s'appuie contre son siège, un profond sentiment de soulagement l'envahissant. Il pense à son père, Philippe, dont l'intervention rapide a transformé une situation d'injustice en une victoire pour la dignité. À des milliers de kilomètres, dans son bureau, Philippe reçoit un appel de Pierre Gauthier, le cadre de la compagnie aérienne. « Monsieur Leroux, l'incident a été résolu. Votre fils est en sécurité et les parties responsables ont été suspendues. Nous vous remercions pour votre patience. » Philippe, toujours calme mais satisfait, répond. « Merci Pierre, mais ce n'est pas fini. J'attends de votre compagnie des mesures concrètes pour éviter que cela ne se reproduise. » Gauthier, conscient de l'influence de Philippe, promet une réforme immédiate. Quelques semaines plus tard, la compagnie aérienne publie un communiqué officiel, largement relayé par les médias français et internationaux. Elle annonce un programme de formation obligatoire pour tout son personnel, axé sur la diversité, l'égalité et le respect des droits de chaque passager. L'annonce, saluée par le public, cite l'incident impliquant Antoine comme un catalyseur pour ce changement. Vincent Dubois, fidèle à sa parole, publie un article percutant dans un grand journal intitulé « Un siège pour la justice, le courage d'un adolescent face à l'arrogance ». L'article, accompagné de la vidéo qu'il a filmée, devient viral, inspirant des milliers de lecteurs à travers le monde. Antoine, de retour chez lui, lit l'article avec un mélange de fierté et d'humilité. Il sait que son combat, bien que personnel, a eu un impact bien plus large. Lors d'un dîner en famille, Philippe pose une main sur l'épaule de son fils, un sourire fier aux lèvres. « Tu as fait ce qu'il fallait, Antoine.
Tu as défendu ta dignité, et tu as montré au monde que la justice l'emporte toujours sur l'arrogance. Antoine, les yeux brillants, répond « Merci, papa. Mais c'est grâce à toi que j'ai eu la force de tenir bon. » La cabine VIP, désormais calme, est baignée d'une lumière douce, alors que l'avion poursuit sa route à travers la nuit. Antoine, le regard fixé sur les étoiles, comprend que ce voyage, bien plus qu'un simple vol, a été une leçon de vie. Il a appris la valeur du courage, l'importance de la solidarité et le pouvoir de la justice. Dans une société française où les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité sont au cœur de l'identité nationale, l'histoire d'Antoine résonne comme un rappel. Chacun, quel que soit son âge ou son origine, a le droit de défendre sa place, et c'est dans cette défense que l'on trouve sa véritable force. L'histoire d'Antoine Leroux, un adolescent de 15 ans confronté à l'arrogance et aux préjugés lors d'un vol en première classe, transcende le simple cadre d'un voyage aérien pour devenir une parabole puissante sur le courage, la dignité et la défense des droits légitimes face à l'injustice. Dans une société française où les valeurs républicaines d'égalité, de liberté et de fraternité sont au cœur de l'identité nationale, cette histoire résonne avec une force particulière, nous invitant à réfléchir à ce que signifie tenir bon face à l'adversité. À travers la résilience d'Antoine, le soutien indéfectible de son père Philippe, PDG de Leroux Innovation, et l'intervention décisive des autorités de la compagnie aérienne, nous découvrons des leçons universelles qui peuvent être appliquées à notre vie quotidienne. En tant que Français, profondément attaché à ses idéaux, je vois dans cette histoire un miroir de nos valeurs collectives et une source d'inspiration pour agir avec intégrité et solidarité. Ce qui m'a tout d'abord frappé dans cette histoire, c'est le courage exceptionnel d'Antoine. À seulement 15 ans, confronté à l'agressivité de Claire Beaumont, une cliente élite platine habituée à imposer sa volonté par son statut, Antoine aurait pu céder sous la pression. L'humiliation publique, marquée par l'eau renversée sur sa chemise, les regards scrutateurs des autres passagers et les tentatives de l'équipage pour le convaincre de changer de siège auraient pu briser la confiance de n'importe qui, a fortiori un adolescent voyageant seul pour la première fois. Pourtant, Antoine a choisi de rester ferme, répondant avec une politesse et une maturité qui dépassent son âge. Cette attitude reflète une qualité profondément ancrée dans la culture française, la capacité à défendre ses convictions avec dignité, même face à l'adversité. En France, où le débat et l'éloquence sont valorisés, l'exemple d'Antoine nous rappelle l'importance de ne pas se laisser intimider par ceux qui abusent de leur pouvoir ou de leur statut. Dans ma propre vie, cela m'inspire à faire preuve de courage face aux injustices, qu'elles se manifestent au travail, à l'école ou dans un cadre social. Par exemple, si un collègue tente de s'approprier le mérite de mon travail ou si une autorité impose une règle injuste, je m'efforcerai de réagir avec calme et fermeté, comme Antoine, en m'appuyant sur mes droits et mes compétences. Cette approche, qui privilégie la raison et la retenue à l'agressivité, est essentielle dans une société où l'égalité est un pilier, mais où les hiérarchies sociales peuvent parfois créer des tensions. Un autre enseignement majeur de cette histoire est l'importance de préserver sa dignité, même dans les moments les plus humiliants. Lorsque Claire Beaumont renverse de l'eau sur Antoine, son geste est calculé pour l'embarrasser et le pousser à abandonner son siège. Ce moment où Antoine, trempé et sous les regards des autres passagers, choisit de rester calme et de répondre avec respect, est un puissant rappel de la force intérieure. Dans la culture française, la dignité, souvent exprimée par l'idée de garder la tête haute, est une valeur centrale, particulièrement valorisée dans les situations où l'on est mis à l'épreuve. Antoine incarne cette idée en refusant de se laisser définir par l'humiliation ou les préjugés de Claire, qui semble juger sa présence en première classe en fonction de son âge et de son apparence. Cette leçon résonne profondément avec moi, car elle me pousse à cultiver une résilience émotionnelle face aux critiques ou aux jugements injustes. Par exemple, dans un contexte professionnel, il peut arriver qu'un supérieur ou un collègue minimise mes contributions en raison de mon âge, de mon genre ou de mon origine. L'histoire d'Antoine m'encourage à répondre non pas avec colère, mais avec une assurance tranquille, en m'appuyant sur mes mérites et ma légitimité. Cela peut se traduire par une discussion posée avec un manager,
pour réaffirmer ma position ou par une prise de parole dans un cadre éducatif pour défendre une idée. En France, où l'éloquence et la capacité à argumenter sont des atouts précieux, cette approche est essentielle pour établir sa place dans un monde parfois prompt à juger sur les apparences. Le rôle du soutien familial et social est une autre leçon clé de cette histoire. Lorsque Antoine se sent acculé, c'est son appel à son père, Philippe, qui lui donne la force de tenir bon. Malgré ses responsabilités de PDG, Philippe n'hésite pas à interrompre une réunion cruciale pour défendre les droits de son fils, illustrant l'importance de la solidarité familiale dans la culture française. En France, la famille est souvent vue comme un pilier de stabilité, un refuge face aux tempêtes de la vie. Cette solidarité, incarnée par Philippe, me rappelle l'importance de cultiver un réseau de soutien solide, qu'il s'agisse de la famille, d'amis ou de mentors. Dans ma propre vie, cela m'encourage à entretenir des relations de confiance avec des personnes qui partagent mes valeurs et qui seront prêtes à me soutenir dans les moments difficiles. Par exemple, si je fais face à une situation d'injustice au travail, je pourrais me tourner vers un mentor ou un ami proche pour obtenir des conseils ou un soutien moral. De même, l'intervention de M. Vincent Dubois, le journaliste qui filme la scène et prend la parole pour défendre Antoine, montre que le soutien peut aussi venir d'inconnus animés par un sens commun de la justice. Cela m'inspire à être attentif aux injustices autour de moi et à oser intervenir, même modestement, pour soutenir ceux qui en ont besoin. Que ce soit en prenant la parole lors d'une réunion pour défendre un collègue ou en signalant un comportement inapproprié dans un espace public, ces petits gestes de fraternité renforcent notre société. L'impact des actions individuelles sur le changement systémique est un autre aspect inspirant de cette histoire. Grâce à la détermination d'Antoine, à l'intervention de son père et à l'article de Vincent, la compagnie aérienne s'engage à réformer ses pratiques en mettant en place une formation sur la diversité et l'égalité. Cette issue reflète une valeur française fondamentale, la croyance que les actions individuelles, lorsqu'elles sont guidées par des principes justes, peuvent transformer la société. En France, où les mouvements citoyens, des manifestations aux pétitions, ont souvent conduit à des réformes, cette leçon est particulièrement pertinente. Elle m'encourage à m'impliquer activement dans ma communauté, que ce soit en signalant des injustices dans mon entourage ou en plaidant pour des changements dans des institutions. Par exemple, si je constate une discrimination dans mon environnement professionnel, je pourrais organiser une discussion avec mes collègues pour sensibiliser à ces questions ou proposer des formations pour promouvoir l'inclusion. L'histoire d'Antoine montre que, même à petite échelle, chaque action compte pour créer un monde plus équitable. Elle me rappelle que, en tant que citoyen français, j'ai une responsabilité à participer à la construction d'une société plus juste, où chaque individu est respecté indépendamment de son âge, de son origine ou de son statut. Enfin, cette histoire met en lumière les idéaux républicains de fraternité et d'égalité. Le soutien inattendu de Monsieur et Madame Dubois, ainsi que l'intervention de Vincent, illustrent la fraternité, cette solidarité collective qui unit les individus face à l'injustice. De même, la décision finale du commandant Renaud de défendre les droits d'Antoine réaffirme l'égalité comme un droit inaliénable. Ces valeurs, inscrites dans la devise de la République, sont au cœur de l'histoire d'Antoine et nous rappellent que la justice n'est pas seulement une question individuelle, mais une responsabilité collective. Dans ma vie, cela m'incite à adopter une attitude proactive, à écouter les autres et à défendre leurs droits, tout comme Antoine a été soutenu par ceux qui l'entouraient. Que ce soit en soutenant un camarade victime d'intimidation à l'école ou en participant à des initiatives communautaires pour promouvoir l'inclusion, ces actions incarnent l'esprit de fraternité qui fait la force de notre société. En conclusion, l'histoire d'Antoine Leroux est une source d'inspiration qui nous rappelle que le courage, la dignité, le soutien des proches et l'engagement pour la justice peuvent transformer une situation d'injustice en une victoire pour l'égalité. En tant que Français, cette histoire nous invite à vivre pleinement les valeurs républicaines qui nous définissent, en défendant nos droits et ceux des autres avec détermination et respect. Elle nous enseigne que, même face à l'arrogance ou aux préjugés, nous avons le pouvoir de faire une différence en restant fidèles à nos principes. Alors, que pensez-vous du courage d'Antoine?
Comment appliquez-vous ces leçons dans votre propre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, donnez un like, partagez cette vidéo pour diffuser son message positif et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. Ensemble, continuons à promouvoir un monde où la justice et l'égalité règnent en maître.